point mes parents ont refusé de s'occuper de mes plus jeunes enfants, alors que je veillais sur ma fille aînée, atteinte de leucémie, à l'hôpital. J'ai appelé mon ex-mari, en désespoir de cause. S'il te plaît, aide-moi. J'ai besoin de quelqu'un pour les surveiller. Mais il a répondu, tu n'es qu'une femme délirante. Débrouille-toi toute seule. Quand j'ai supplié ma mère, elle m'a giflé virtuellement à travers l'appel vidéo. Arrête d'être aussi nécessiteuse. Papa a ajouté, certains parents échouent tout simplement à tout ce qu'ils font. Ma sœur, qui était là, Harry, peut-être que maintenant, tu apprendras ce qu'est la vraie lutte. 1 mois plus tard, mon enfant est décédé de la leucémie. J'ai failli m'ôter la vie, écrasé par le chagrin et l'épuisement. Mais j'ai décidé de vivre pour mes 2 enfants restants, qui avaient encore besoin de leur mère. Pendant ce temps, mon ex-mari s'est présenté à l'hôpital et m'a frappé. C'est ta faute, à cause de tes mauvais gènes. Une semaine plus tard, après les funérailles, j'ai entendu frapper à la porte. La chambre d'hôpital sentait l'antiseptique et la peur. Ma fille aînée, Mia, était allongée dans le lit, ses cheveux au burn, autrefois vibrants, couvrant à peine son cuir chevelu pâle. La chimio avait pris tout ce qu'il y avait de beau sur son visage de 13 ans, pour le remplacer par des ombres et de l'épuisement. Je tenais sa main, tandis que les machines émettaient leur rythme monotone, comptant les secondes que je voulais, désespérément, étirer en heures. Mon téléphone a vibré pour la 15e fois ce matin-là. C'était l'école, qui appelait au sujet de mes 2 plus jeunes, demandant quand quelqu'un viendrait les chercher. Des jumeaux de 7 ans, Ruby et Caleb, qui ne comprenaient pas pourquoi leur grande sœur vivait à l'hôpital depuis 3 semaines. Ils ne comprenaient pas pourquoi je ne pouvais plus rentrer à la maison. Pourquoi je dormais sur cette chaise inconfortable, nuit après nuit. Pourquoi leur monde avait basculé de façon si dramatique. Je suis sorti dans le couloir pour passer l'appel que je redoutais tant. Mon ex-mari, Tyler, a répondu à la 4e sonnerie, sa voix déjà irritée avant même que je ne parle. Quoi encore, Nathalie? Tyler, j'ai besoin d'aide. L'école n'arrête pas d'appeler, et je ne peux pas quitter Mia pour l'instant. Les médecins vont faire d'autres tests cet après-midi, et elle est terrifiée. Pourrais-tu, s'il te plaît, aller chercher les jumeaux et les garder quelques jours? Le silence s'est étiré si longtemps que j'ai cru que l'appel avait coupé. Quand il a finalement parlé, ses mots sont sortis tranchants et froids. Tu es incroyable. C'est exactement pour ça que notre mariage a échoué. Tu crées des problèmes, et tu attends que les autres les règlent. Ma gorge s'est serrée. Notre fille se bat pour sa vie. Il ne s'agit plus de nous. Ma fille est en parfaite santé. Merci de demander. Ruby et Caleb vont bien aussi. La situation de Mia est malheureuse, mais ça ne veut pas dire que je vais tout laisser tomber pour nettoyer ton gâchis. Tyler, s'il te plaît. Je t'en supplie. Tu n'es qu'une femme délirante. Débrouille-toi toute seule. La ligne a coupé. Je suis resté debout dans ce couloir éclairé au néon, fixant mon téléphone comme s'il pouvait soudainement m'offrir une réalité différente. Des infirmières passaient, leurs chaussures couinant sur le linoléum. L'alarme d'une perfusion sonnait au bout du couloir. La vie continuait d'avancer, alors que la mienne s'effondrait. J'ai appelé ma mère ensuite, espérant que les liens familiaux se révéleraient plus forts qu'un mariage raté. Elle a répondu par appel vidéo, et je pouvais la voir assise dans son salon immaculé, celui où nous avions passé d'innombrables fêtes à faire semblant d'être une famille fonctionnelle. Maman, je dois te demander quelque chose d'important. Son visage a montré de l'agacement avant même que je ne finisse ma phrase. Si c'est pour garder ses enfants encore une fois, la réponse est non. Ton père et moi avons des projets cette semaine. L'état de Mia s'aggrave. Les médecins parlent d'un traitement plus agressif. Je ne peux pas être à 2 endroits à la fois, et Tyler a refusé de m'aider. S'il te plaît, juste pour quelques jours, le temps que je trouve une solution. L'expression de ma mère s'est durcie en quelque chose que j'avais vu tout au long de mon enfance, mais que je n'avais jamais vraiment reconnu jusqu'à ce moment-là. Du pur mépris. Nathalie, tu as fait tes choix. Tu as eu 3 enfants que tu ne peux clairement pas gérer. Arrête d'être aussi nécessiteuse. Les mots ont frappé plus fort que n'importe quel coup physique. Derrière elle, je pouvais voir mon père s'approcher, et ma sœur Brooke s'installer sur le canapé avec un verre de vin. Papa, s'il te plaît. J'ai essayé une fois de plus, la voix brisée. Il ne reste peut-être plus beaucoup de temps à Mia. J'ai juste besoin que quelqu'un
La main de ma mère a volé vers la caméra et, même à travers l'écran, le geste de la gifle m'a atteinte. Elle n'avait pas vraiment touché, mais l'intention était claire comme de l'eau de roche. Mon père s'est penché dans le cadre, le visage tordu par le dégoût. Certains parents échouent tout simplement à tout ce qu'ils font. Tu le prouves de manière spectaculaire. Le rire de Brooke a résonné à travers le haut-parleur. Aigu et moqueur. Peut-être que maintenant, tu apprendras ce qu'est la vraie lutte. Bienvenue dans l'âge adulte, grande sœur. Ils ont mis fin à l'appel. Je suis resté là, tenant mon téléphone, regardant mon reflet dans l'écran noir, me demandant qui était cette femme aux yeux cernés et comment elle en était arrivée là. Le mois suivant s'est dissous dans un cauchemar, sans frontières claires entre les jours. L'état de Mia s'est détérioré rapidement, malgré la chimiothérapie agressive. Une enseignante de l'école de Ruby et Caleb a proposé de les garder temporairement, une gentillesse de la part d'une inconnue qui m'a brisé davantage. Ma fille avait besoin de moi, mais mes autres enfants aussi, et je les laissais tous tomber simultanément. Mia est morte un mardi matin, à 6h47. Le soleil commençait tout juste à se lever, peignant la fenêtre de l'hôpital d'une douce lumière orange qui semblait obscène dans sa beauté. Elle était inconsciente depuis 2 jours. Sa petite main inerte dans la mienne. Lorsque les moniteurs ont affiché une ligne plate, le son a semblé plus silencieux que je ne l'avais imaginé. Moins dramatique, juste une longue tonalité continue qui signifiait que tout était fini. Les infirmières ont été gentilles. Elles m'ont laissé du temps seul avec son corps, bien que je ne sois pas sûr de la durée pendant laquelle je suis resté assise là. Des heures, peut-être. Le temps avait perdu tout sens. Finalement, quelqu'un est venu l'emmener, et j'ai dû lâcher sa main pour la dernière fois. Je suis rentré chez moi dans un brouillard, me souvenant à peine du trajet. L'enseignante a ramené Ruby et Caleb cet après-midi-là. Ils ont posé des questions auxquelles je ne pouvais pas répondre, leur jeune visage se froissant quand je leur ai dit que leur sœur était partie. Comment explique-t-on la mort à des enfants de 7 ans? Comment les aide-t-on à faire leur deuil quand on se noie soi-même? L'appartement semblait plus vide qu'il n'aurait dû l'être. La chambre de Mia était restée intacte, ses fournitures d'art éparpillées sur le bureau, ses livres empilés près du lit. J'ai fermé la porte, et je n'ai pas pu l'ouvrir à nouveau. Cette nuit-là, après avoir finalement réussi à endormir les jumeaux, je me suis assise dans la salle de bain avec un flacon de somnifère qu'on m'avait prescrit il y a des mois pour l'insomnie. L'épuisement était devenu physique, un poids pressant sur ma poitrine qui rendait la respiration difficile. Le chagrin semblait insurmontable. J'ai compté les pilules, me demandant si quelqu'un remarquerait vraiment si je disparaissais tout simplement. Ruby a appelé depuis sa chambre, « Maman, tu peux venir ?» J'ai peur. Sa petite voix a traversé le brouillard. J'ai regardé les pilules dans ma main, puis la porte de la salle de bain. Ma fille avait besoin de moi. Mes 2 filles avaient eu besoin de moi. Caleb avait besoin de moi. Ils avaient déjà perdu leur sœur. Je ne pouvais pas les laisser perdre leur mère aussi. J'ai jeté les pilules dans les toilettes et je suis allé dans la chambre de Ruby. Elle pleurait, serrant l'éléphant en peluche que Mia lui avait offert pour leur dernier anniversaire. Je me suis glissé dans le lit avec elle, la serrant contre moi, la laissant tremper ma chemise de ses larmes. Caleb nous a entendus et est venu aussi, rampant sous les couvertures de mon autre côté. Nous sommes restés comme ça toute la nuit, tous les 3 accrochés les uns aux autres comme les survivants d'un naufrage. Les préparatifs des funérailles sont devenus mon point de mire, me donnant quelque chose de concret à faire avec mes émotions débordantes. J'ai choisi un petit cercueil, blanc avec des roses roses. J'ai sélectionné des photos pour le service. J'ai écrit une nécrologie qui ne parvenait pas à capturer qui Mia avait été. Tyler s'est présenté au funérarium pendant la visite. Je me tenais près du cercueil, une main posée sur le bois froid, quand j'ai entendu ses pas derrière moi. Je me suis retourné, m'attendant peut-être à une reconnaissance de notre perte commune, une reconnaissance que nous avions créé cette belle fille ensemble. Son poing a heurté ma mâchoire, avant même que je ne puisse réaliser qu'il avait bougé. La douleur a explosé sur mon visage alors que je trébuchais en arrière, me rattrapant à une chaise. Ma vision nageait dans les étoiles et la confusion. « C'est de ta faute ?» a-t-il grogné, se tenant au-dessus de moi pendant que je touchais ma lèvre en sang. De mauvais gènes. Ta famille a des antécédents de cancer, et tu ne m'as jamais dit que tu lui avais transmis ça. Le sang remplissait ma bouche. Je pouvais sentir le goût du cuivre et du sel. Ce n'est pas comme ça que fonctionne la génétique, Tyler.
Le médecin a dit. Je me fiche de ce que le médecin a dit. Ma famille est en bonne santé. Ça vient de toi. Il s'est retourné et est sorti, me laissant effondrer sur le sol du funérarium, avec le corps de ma fille à 3 mètres de là. Le directeur des pompes funèbres, un homme âgé nommé Monsieur Peyton, s'est précipité immédiatement. Il m'a aidé à me relever, à apporter de la glace et des mouchoirs, son visage mêlant choc et sollicitude professionnelle. Madame, j'ai été témoin de cette agression. Je peux appeler la police tout de suite si vous souhaitez porter plainte. Une partie de moi voulait dire oui, pour que Tyler affronte les conséquences de sa violence. Mais j'étais tellement épuisé, tellement vidé, que l'idée de rapport de police et de comparution au tribunal me semblait insurmontable. Pas maintenant, ai-je réussi à dire à travers ma lèvre enflée. J'ai juste besoin de passer à travers les funérailles. Monsieur Peyton a hoché la tête avec compréhension. J'ai documenté ce que j'ai vu et pris des photos de vos blessures pour vos dossiers. Si vous changez d'avis plus tard, vous aurez des preuves. Sa gentillesse, venant encore d'un inconnu, a failli me briser une nouvelle fois. Les funérailles ont eu lieu 3 jours plus tard. Petite, calme, suivie principalement par les amis d'école de Mia et leurs parents. Des gens que je connaissais à peine ont montré plus de compassion que ma propre famille. Mes parents ne sont pas venus. Brooke n'est pas venu. Tyler a envoyé des fleurs sans carte, comme si des roses pouvaient compenser une agression physique. Une semaine s'est écoulée dans un flou de plats préparés par les voisins et de cartes de parents éloignés qui n'avaient jamais rencontré Mia. Ruby et Caleb sont retournés à l'école, car le conseiller a dit que la routine les aiderait. J'ai essayé de travailler depuis la maison, mais chaque tâche semblait impossible. Mon ordinateur portable restait ouvert avec des dizaines de mails non lus de mon patron, demandant ma date de retour. Puis, on a frappé à la porte. C'était en fin d'après-midi, ce genre de journée grise de décembre où l'obscurité arrive trop tôt. Ruby et Caleb faisaient leurs devoirs à la table de la cuisine, leurs crayons grattant contre le papier. Le coup à la porte était doux, presque hésitant. Je me suis approché prudemment, vérifiant par l'œilleton. Ma mère se tenait dans le couloir, tenant un plat couvert. Mon père était à côté d'elle et, derrière eux, l'air mal à l'aise, se trouvait Brooke. J'ai ouvert la porte mais je ne me suis pas écarté. « Qu'est-ce que vous faites ici ?»« Nous sommes venus prendre de tes nouvelles, » a dit ma mère, sa voix douce d'une manière qui a immédiatement éveillé ma méfiance. « Pour voir comment tu t'en sors. C'est maintenant que vous vous en souciez. Vous n'avez pas daigné vous déranger quand Mia était vivante et que j'avais besoin d'aide. Mais maintenant qu'elle est morte, vous débarquez avec un gratin. » Mon père a changé de posture. « Ce n'est pas juste, Nathalie. Nous sommes toujours tes parents. Vous avez cessé d'être mes parents au moment où vous avez refusé d'aider votre petite fille mourante. Vous avez ri de moi quand j'étais désespéré. » Brooke a pris la parole, sa voix plus petite que d'habitude. « On ne pensait pas que c'était si grave. Tu as toujours été un peu dramatique, alors quand tu as appelé en pleurant. Mon enfant mourait d'un cancer. En quoi est-ce dramatique ? » Le couloir est tombé dans le silence. Quelque part dans l'immeuble, un chien a aboyé. Une porte s'est fermée. La vie normale continuait pour tout le monde, sauf pour nous. Nous voulons faire amende honorable, a réessayé ma mère. Nous avons apporté le dîner et pensé que nous pourrions peut-être passer un peu de temps avec Ruby et Caleb. Nous ne les avons pas vus depuis des mois. À qui la faute ? La colère montait maintenant, brûlante et tranchante. Vous avez eu toutes les occasions de vous impliquer. Vous avez choisi de ne pas le faire. Vous m'avez traité de raté. Vous m'avez dit de régler mes problèmes seul. Alors c'est exactement ce que je fais. Chérie, le chagrin fait dire aux gens des choses qu'ils ne pensent pas, sortez. Ma voix est sortie stable, étonnamment calme. Prenez votre plat et votre culpabilité, et partez. Vous n'êtes pas les bienvenus ici. Nathalie, sois raisonnable, a commencé mon père. J'ai dit, sortez. Vous n'avez pas le droit de débarquer maintenant et de jouer aux grands-parents inquiets. Vous nous avez abandonnés quand nous avions le plus besoin de vous. C'est ce que vous êtes, et je le vois enfin clairement. Le masque de ma mère a glissé, montrant l'irritation en dessous. On essaie d'aider maintenant. Tu es puéril. Je suis une mère. Une chose que tu as apparemment oublié comment faire, quelque part en cours de route. J'ai commencé à fermer la porte. Ne revenez pas. N'appelez pas. C'est fini.
Tu le regretteras, a dit mon père, sa voix prenant ce ton autoritaire qui me faisait obéir quand j'étais enfant. La seule chose que je regrette, c'est d'avoir perdu tant d'années à essayer de gagner l'amour de gens qui n'ont jamais été capables d'en donner. J'ai fermé la porte et je l'ai verrouillée. Par l'œilleton, je les ai regardés rester là un moment, se disputant entre eux. Finalement, ils sont partis et j'ai entendu l'ascenseur sonner lors de leur départ. Ruby est apparue à côté de moi. C'était grand-mère et grand-père? Oui. Pourquoi tu ne les as pas laissés entrer? Je me suis agenouillé à sa hauteur, repoussant ses cheveux de son visage. Parfois, les gens te montrent qui ils sont vraiment, et tu dois les croire. Ils n'ont pas été gentils avec nous quand Mia était malade. Je ne peux pas les laisser revenir juste parce qu'ils se sentent coupables maintenant. D'accord. Elle a réfléchi à cela. Je peux avoir un goûter? La résilience des enfants ne cessait de m'étonner. Bien sûr, ma chérie. La vie a avancé parce qu'elle n'avait pas le choix. J'ai repris le travail à temps partiel, reconnaissante d'avoir des patrons compréhensifs. Ruby et Caleb ont suivi une thérapie de deuil une fois par semaine, apprenant à gérer des émotions qu'ils étaient trop jeunes pour comprendre pleinement. Je suis allé voir mon propre thérapeute, essayant de démêler les chevaux complexes de la perte, de l'abandon et de la trahison. Tyler a tenté de me contacter plusieurs fois par le biais de son avocat, apparemment inquiet que je porte plainte pour l'agression. Je n'ai pas répondu. Interagir avec lui demandait une énergie que je n'avais plus à dépenser. Mon avocat a envoyé une lettre formelle indiquant que je ne voulais aucun contact, en dehors des dispositions légales relatives à la pension alimentaire pour les jumeaux. Cela a semblé le satisfaire. 2 mois après la mort de Mia, ma tante Rebecca a appelé. C'était la sœur de mon père, quelqu'un que je ne voyais qu'aux grandes fêtes en grandissant. Sa voix était chaleureuse et pleine d'excuses. Nathalie, j'ai entendu ce qui s'est passé. Je suis tellement désolé pour Mia, et je suis désolé d'avoir mis autant de temps à te contacter. Ton père a dit à la famille que tu gérais les choses en privé, mais j'ai croisé quelqu'un à l'église qui connaissait toute l'histoire. Quelle histoire? Que tu as perdu ta fille et que tes parents ont refusé de t'aider à t'occuper des autres enfants. Que ton ex-mari t'a agressé aux funérailles? Que tu as dû gérer tout cela seul? Entendre quelqu'un d'autre résumer le cauchemar l'a rendu plus réel, d'une certaine manière. C'est assez exact. Je veux t'aider maintenant, si tu me le permets. Je sais que j'aurais dû être là depuis le début, mais je suis là maintenant si tu as besoin de quoi que ce soit. Contrairement à l'offre tardive de mes parents, les mots de Rebecca semblaient sincères. Merci. J'apprécie cela. Elle a commencé à venir dîner une fois par semaine, apportant des courses, et ne demandant rien en retour. Elle jouait à des jeux de société avec Ruby et Caleb, écoutait leurs histoires sur l'école, leur donnait l'attention quasi grand-parentale dont ils avaient été privés. Sa présence a aidé à combler une partie du vide dans notre petite famille. Grâce à Rebecca, j'ai appris que mes parents avaient dit à leurs amis que j'étais mentalement instable et que j'avais coupé les ponts avec eux sans raison. Ils se peignaient comme les victimes d'une fille cruelle et ingrate. Le récit qu'ils avaient créé les absolvait de toute responsabilité ou culpabilité. Je n'ai pas pris la peine de corriger l'histoire. Quiconque croyait leur version sans demander la mienne ne valait pas mon énergie. Les vrais amis s'étaient révélés pendant la crise. Tous les autres n'étaient que du bruit de fond. Le printemps est arrivé avec son mépris habituel pour la souffrance humaine. Les fleurs ont éclos. Les oiseaux sont revenus. Le monde a continué de tourner. Ruby et Caleb ont grandi, leur chagrin se transformant en quelque chose qu'ils portaient, plutôt qu'en quelque chose qui les consumait. Ils avaient encore des mauvais jours, des moments où ils voyaient quelque chose qui leur rappelait leur sœur et où les larmes venaient. Mais ils riaient aussi à nouveau, jouaient avec des amis, trouvaient de la joie dans les petites choses. J'ai commencé le processus d'emballage de la chambre de Mia, une tâche que j'avais évitée pendant des mois. Chaque objet détenait des souvenirs qui menaçaient de me noyer. Son pull préféré sentait encore légèrement son shampoing. Son journal contenait des croquis et des poèmes que je n'avais jamais vus. J'ai tout gardé, mettant tout soigneusement en boîte pour un jour futur où les regarder ne me briseraient pas. Dans l'un de ces tiroirs, j'ai trouvé une lettre. Elle m'était adressée avec l'écriture soignée de Mia, datée de 2 jours avant qu'elle ne sombre dans l'inconscience. « Maman, commençait-elle, si tu lis ceci, je suis probablement parti. S'il te plaît, ne sois pas triste pour toujours. Je sais que tu m'aimes et je t'aime tellement. Merci d'être resté avec moi tous les jours à l'hôpital.
Je t'entendais me parler même quand je ne pouvais pas répondre. Tu es la meilleure maman du monde. S'il te plaît, prends soin de Ruby et Caleb. Ils ont besoin de toi, et s'il te plaît, sois heureuse à nouveau un jour. Tu mérites de bonnes choses. Je t'aimerai toujours, Mia. Je me suis assise sur son lit, serrant la lettre, pleurant plus fort que je ne l'avais fait depuis les funérailles. Mais mêlé au chagrin, il y avait autre chose. De la gratitude. De la fierté. Ma fille avait affronté la mort avec plus de grâce et de sagesse que la plupart des adultes n'en ont jamais eu. Elle avait pensé à moi, à ses frères et sœurs, même dans ses derniers jours. Cette lettre m'a donné quelque chose qui me manquait. La permission d'avancer. La permission de retrouver un jour le bonheur sans culpabilité. La permission d'honorer sa mémoire en vivant pleinement, plutôt qu'en existant dans un deuil perpétuel. 8 mois après la mort de Mia, j'ai rencontré Tyler de manière inattendue au concert de fin d'année de l'école des jumeaux. Il se tenait au fond de l'auditorium, vêtu d'un costume comme s'il venait directement du travail. Je ne l'avais pas vu depuis l'incident au funérarium, et ma mâchoire me faisait encore mal parfois quand le temps changeait, un rappel fantôme de sa violence. Il s'est approché de moi après la fin du spectacle, alors que les parents s'affairaient à récupérer leurs enfants. Ruby et Caleb étaient en coulisses avec leur classe, nous laissant un moment seul à seul indésirable. Nathalie, est-ce qu'on peut parler? Je n'ai rien à te dire. J'ai commencé à marcher vers l'entrée de la scène, mais il a suivi. Je veux m'excuser. Ce que j'ai fait était impardonnable, et je vois un thérapeute pour mes problèmes de colère. Je me suis arrêté et me suis tourné pour lui faire face. Tu m'as frappé aux funérailles de notre fille parce que tu avais besoin de blâmer quelqu'un pour sa mort. Des excuses n'effacent pas ça. Je sais. J'avais tort pour l'histoire de la génétique aussi. Mon thérapeute m'a aidé à comprendre. Je projetais ma propre culpabilité sur toi. J'aurais dû être plus présent pendant son traitement. L'aveu m'a prise au dépourvu. Tyler n'avait jamais été du genre à faire de l'introspection ou à accepter ses responsabilités. Qu'est-ce que tu veux de moi? Je veux être plus impliqué avec Ruby et Caleb. Ils ont perdu leur sœur et j'ai été pratiquement absent de leur vie. Ils ont besoin de leur père. Une partie de moi voulait dire non, purement par rancune. Il nous avait abandonnés quand nous avions le plus besoin de lui. Mais Ruby et Caleb avaient besoin de leur père, et ma propre douleur ne devait pas les priver de cette relation. Tu peux avoir des visites supervisées pour l'instant. On verra comment ça se passe. Il a hoché la tête, le soulagement évident sur son visage. Merci. Et Nathalie, je suis vraiment désolé pour tout. Je suis parti sans répondre. Certaines excuses arrivent trop tard pour compter, offertes seulement après que les dégâts soient devenus irréversibles. Tyler pourrait reconstruire sa relation avec les jumeaux, mais ce que nous avions autrefois été détruit de façon permanente. Les visites supervisées ont commencé la semaine suivante. Rebecca a accepté d'être présente, offrant un tampon entre Tyler et moi. Il a pris l'arrangement au sérieux, arrivant à l'heure et s'engageant sincèrement avec Ruby et Caleb. Ils étaient hésitants au début, se souvenant de son absence pendant la pire période de leur vie. Mais les enfants sont remarquablement indulgents lorsqu'on leur accorde une attention constante. Lors d'une de ces visites, Tyler a abordé un sujet inattendu. Mes parents veulent rencontrer Ruby et Caleb. Ils ont entendu parler de Mia et se sentent terriblement mal de ne jamais avoir appris à connaître aucun des enfants. Où étaient-ils quand nous avions besoin d'aide? Quand j'appelais tout le monde désespérément pour essayer de trouver quelqu'un pour garder les jumeaux? Ils ne savaient pas. Je ne leur ai jamais dit à quel point les choses allaient mal. J'avais trop honte d'admettre que je n'aidais pas ma propre fille mourante. Ils vivent dans un autre état et on se parlait à peine. Je les ai laissés complètement dans le noir sur tout. Un autre aveu qui aurait dû venir des années plus tôt. Je ne sais pas si je suis prête pour plus de gens qui ne se montrent qu'après que la tragédie a frappé. Je comprends. Pense-y juste. Ils ne sont pas comme tes parents. Ils veulent sincèrement s'impliquer. Je promets d'y réfléchir. Bien que l'idée d'élargir notre petit cercle semblait risquée. Chaque nouvelle personne était une source potentielle de déception, une autre relation qui pourrait se briser quand la vie deviendrait difficile. Le travail est devenu mon refuge, un endroit où je pouvais me concentrer sur des feuilles de calcul et des échéances de projets au lieu d'émotions écrasantes. Ma patronne, Janet, avait été compréhensive quant à mon besoin d'horaire flexible. Mais après 6 mois, elle m'a convoqué dans son bureau pour une conversation que je redoutais.
Nathalie, tu as traversé quelque chose d'inimaginable et nous avons essayé d'accommoder ta situation, mais nous devons discuter de ton avenir dans l'entreprise. Mon estomac s'est noué. Est-ce que vous me renvoyez? Non, rien de tel. En fait, je t'offre une promotion. Un poste de chef de projet senior. Plus d'argent, de meilleurs avantages, mais cela nécessiterait une présence au bureau plus constante. L'offre m'a stupéfaite. J'avais supposé que ma performance avait trop souffert, que mes absences fréquentes et mon état émotionnel avaient fait de moi un fardeau. Je ne sais pas quoi dire. Dis oui. Tu es doué dans ton travail et tu mérites d'être reconnu pour cela. Le poste ne commence pas avant le mois prochain, ce qui te laisse le temps d'organiser une meilleure garde d'enfants si nécessaire. Une meilleure garde d'enfants. L'expression m'a rappelé le refus de mes parents, cette période désespérée où personne ne voulait aider. Mais les circonstances avaient changé. Tyler prenait ses responsabilités. Rebecca était disponible. Et je m'étais connecté avec d'autres parents à l'école des jumeaux qui avaient formé un petit réseau de soutien. Oui, merci, Janet. Je ne vous décevrai pas, tu ne l'as jamais fait. Maintenant retourne au travail avant que je ne change d'avis et ne donne le poste à quelqu'un de moins qualifié. J'ai quitté son bureau en me sentant plus légère que je ne l'avais été depuis des mois. La validation professionnelle signifiait quelque chose après tant de dévastation personnelle. J'étais toujours une personne compétente, toujours capable d'accomplir des choses au-delà de la simple survie. Ce soir-là, j'ai emmené Ruby et Caleb dîner pour fêter ça. Nous sommes allés dans leur restaurant de burgers préféré, celui avec des portions énormes et des serveurs qui dessinaient des visages souriants sur les sets de table en papier. Ils étaient ravis de cette surprise inattendue, bavardant sur leur journée d'école tandis que du ketchup s'accumulait au coin de leur bouche. Les jumeaux venaient d'avoir 8 ans le mois précédent, grandissant et devenant plus indépendants chaque jour qui passait. Devinez quoi? Ai-je dit une fois que nous avions fini de manger. Maman a eu une promotion au travail. C'est quoi une promotion? A demandé Caleb, traînant une frite dans une flaque de sauce ranch. Ça veut dire que ma patronne pense que je fais du bon travail et que je vais gagner plus d'argent. Peut-être qu'on pourra prendre de petites vacances cet été. Ça vous plairait? Les yeux de Ruby se sont écarquillés. On peut aller à la plage? Mia voulait toujours voir l'océan. La mention de leur sœur ne piquait plus aussi vivement qu'autrefois. Nous étions devenus meilleurs pour l'inclure naturellement dans les conversations, reconnaissant son absence sans la laisser éclipser chaque instant. La plage, ça semble parfait. On va prévoir quelque chose de spécial. Planifier les vacances est devenu un projet qui a occupé nos soirées. Nous avons recherché des villes côtières accessibles en voiture, regardant des photos de plages et de promenades. Ruby voulait un endroit avec un mini-golf. Caleb insistait pour un endroit qui permettait de construire des châteaux de sable. Je voulais juste un endroit où nous pourrions respirer sans que le poids du souvenir ne pèse constamment sur nous. Nous avons jeté notre dévolu sur une petite ville balnéaire à 3 heures de route, réservant une modeste maison de location pour une semaine en juillet. L'anticipation nous donnait quelque chose de positif sur quoi nous concentrer, une destination au-delà du chagrin. Pendant ce temps, mes parents ont fait une autre tentative de contact. Cette fois, ils ont envoyé une lettre plutôt que de débarquer à l'improviste. L'écriture de ma mère couvrait 2 pages de papier à lettres crème, ces mots soigneusement choisis pour exprimer la contrition sans admettre réellement de faute. Elle écrivait sur les malentendus et la mauvaise communication, sur la façon dont le chagrin fait agir les gens d'une manière qu'ils regrettent plus tard. Elle mentionnait que perdre une petite fille les avait profondément affectés, bien qu'ils n'aient pas su comment l'exprimer correctement. Elle suggérait une thérapie familiale pour résoudre nos problèmes. J'ai lu la lettre 2 fois, cherchant une véritable responsabilité. Elle n'y était pas. Le langage restait vague. La responsabilité était diffuse. Elle était désolée que je me sente blessé, pas désolée pour les actions spécifiques qui avaient causé cette blessure. Il y avait une différence significative. J'ai montré la lettre à ma thérapeute lors de notre séance suivante. Le docteur Patricia Martinez m'aidait à traiter les couches compliquées de la perte et de la trahison depuis des mois. Elle l'a lu attentivement, puis m'a regardé par-dessus ses lunettes. Comment cela vous fait-il sentir? En colère. Elle réécrit l'histoire, faisant comme si nous avions juste eu un problème de communication, au lieu de reconnaître qu'ils ont activement refusé d'aider quand Mia mourait. Pensez-vous que la thérapie familiale serait bénéfique? Je pense que cela leur donnerait une tribune pour justifier leur comportement et faire de moi celle qui est déraisonnable.
Ma mère est très douée pour jouer la victime quand les gens regardent. Le docteur Martinez a hoché la tête. Vous n'avez aucune obligation de vous réconcilier avec des gens qui vous ont fait du mal, même s'ils sont de la famille. Le pardon n'est pas obligatoire, et maintenir des relations qui nuisent constamment à votre bien-être ne l'est pas non plus. Cette validation a aidé. La société poussait l'idée que la famille était tout, que les liens du sang exigeaient un pardon illimité. Mais ma vraie famille, c'était Ruby, Caleb, et le petit réseau de personnes qui s'étaient réellement montrées quand la vie était devenue dure. Tous les autres étaient optionnels. Je n'ai pas répondu à la lettre de ma mère. Le silence semblait plus honnête que de rédiger une réponse qui mènerait inévitablement à plus de manipulations et d'arguments circulaires. Qu'ils interprètent mon absence de réponse comme ils le voulaient. 2 semaines après avoir ignoré la lettre de ma mère, Brooke a appelé. Pas un texto, pas un email, mais un véritable appel téléphonique qui est arrivé pendant que je préparais le dîner pour les jumeaux. J'ai failli ne pas répondre, mais la curiosité l'a emporté. « Qu'est-ce que tu veux, Brooke ? » Maman m'a demandé d'appeler. Elle est bouleversée que tu n'aies pas répondu à sa lettre. Je suis consciente qu'elle est bouleversée. Ça ne m'oblige pas à répondre. Tu es ridicule. Elle s'est excusée et tu agis comme si elle avait commis un crime impardonnable. L'audace de cette déclaration m'a fait marquer une pause au milieu du mélange de la sauce pour les pâtes. Elle a refusé d'aider quand ma fille mourait. Tu as ri de moi quand j'ai supplié pour du soutien. Ce ne sont pas des infractions mineures. On fait tous des erreurs, Nathalie. Garder rancune pour toujours fait de toi la méchante ici. Je ne garde pas rancune. Je me protège, moi et mes enfants, de gens qui ont prouvé qu'on ne pouvait pas leur faire confiance quand la vie devient difficile. Brooke a soupiré dramatiquement. Tu sais, maman et papa ne rajeunissent pas. Et s'il leur arrivait quelque chose et que tu regrettais de ne pas avoir fait la paix? Alors je gérerai ce regret. Mais je n'exposerai pas Ruby et Caleb à des gens qui pourraient les abandonner émotionnellement dès que les choses deviendront difficiles à nouveau. Ils ont assez enduré. Tes enfants ont besoin de leurs grands-parents. Tu les prives de famille. Ils ont Rebecca. Ils ont les parents de Tyler maintenant. Ils ont des gens qui se montrent réellement et constamment. C'est plus précieux que des liens biologiques qui viennent avec des conditions et des critiques. Tu as toujours été moralisatrice, a lancé Brooke. À agir comme si tu valais mieux que tout le monde. Je ne vaux pas mieux que quiconque. J'ai juste fini d'accepter la maltraitance à cause d'un ADN partagé. Au revoir, Brooke. J'ai mis fin à l'appel avant qu'elle ne puisse répondre. Mes mains tremblaient, l'adrénaline parcourant mon corps suite à la confrontation. Ruby est apparue dans l'encadrement de la porte de la cuisine, l'expression inquiète. C'était qui, maman? Ta tante. Elle voulait parler de grand-mère et grand-père. Est-ce qu'on va les revoir? Je me suis agenouillé à son niveau, prenant ses petites mains dans les miennes. Je ne pense pas, ma chérie. Parfois, les gens ne sont pas bons pour nous, même quand ils sont de la famille. Et c'est correct de garder ses distances avec les gens qui nous font nous sentir mal. Ruby a considéré cela avec le sérieux que seule une enfant de 8 ans pouvait rassembler. Comme quand j'ai arrêté d'être amie avec Emma quand elle continuait d'être méchante à propos de mes déjeuners. Exactement comme ça. Tu mérites des amis qui sont gentils avec toi, et nous méritons une famille qui nous traite bien. D'accord. Je peux avoir un grignotage avant le dîner? La conversation s'est terminée aussi vite qu'elle avait commencé, son esprit d'enfant passant à des préoccupations plus immédiates. J'enviais cette capacité à traiter et à relâcher, à ne pas porter chaque blessure émotionnelle indéfiniment. La sauce pour les pâtes réclamait mon attention, empêchant de ruminer davantage. Caleb est arrivé en courant avec un dessin qu'il avait fait à l'école, une image colorée de notre famille qui incluait Mia en ange dans le coin. Son enseignante l'avait aidé pendant le temps d'art, une façon douce de reconnaître sa sœur sans faire de son absence le centre de tout. C'est magnifique, mon grand. On peut le mettre sur le réfrigérateur? Il a hoché la tête avec enthousiasme, cherchant déjà un aimant. Ces petits moments de normalité semblaient précieux, la preuve que nous construisions une vie au-delà de la tragédie. Nous n'oublierions jamais Mia, mais nous apprenions à exister sans sa présence physique. Le travail continuait de fournir structure et but. La promotion est venue avec des responsabilités supplémentaires qui gardaient mon esprit occupé pendant les heures de bureau. Mon équipe me respectait, et plusieurs collègues étaient devenus de véritables amis.
Janet prenait occasionnellement des nouvelles sur la façon dont je gérais l'équilibre entre les exigences du travail et la monoparentalité. Tu t'en sors remarquablement bien, m'a-t-elle dit lors d'un de nos entretiens mensuels. Je veux que tu saches que la flexibilité est toujours disponible si tu en as besoin. La famille passe en premier. Merci. Ça signifie plus que vous ne le réalisez. Avoir une patronne qui comprend a fait toute la différence. J'ai perdu mon père quand mes enfants étaient jeunes. Des circonstances différentes, mais je me souviens à quel point c'était dur de jongler entre le chagrin et les responsabilités. Quelqu'un m'a montré de la grâce à cette époque, et je ne fais que rendre l'appareil. Ces connexions comptaient. Les gens qui intervenaient sans qu'on le leur demande, qui offraient du soutien sans attendre de réciprocité, qui comprenaient que la guérison n'était pas linéaire. Ils formaient un véritable réseau de soutien qui nous portait à travers les périodes les plus sombres. La relation de Tyler avec les jumeaux continuait de s'améliorer. Il avait terminé sa thérapie de gestion de la colère et essayait sincèrement d'être un meilleur père. Sa constance m'impressionnait, bien que je sois resté prudemment optimiste. La confiance, une fois brisée, demandait du temps et des actions positives répétées pour se reconstruire. Ses parents, Linda et Robert, sont devenus des figures régulières dans nos vies. Il assistait aux matchs de football de Ruby et à la pièce de théâtre de l'école de Caleb. Ils envoyaient des cartes pour les petites fêtes et appelaient juste pour discuter avec les enfants. Leur implication comblait un trou en forme de grands-parents que mes propres parents avaient creusé par leur rejet. Lors d'une visite, Linda m'a prise à part pendant que Robert était dehors à lancer un ballon de football avec Caleb. « Je veux que tu saches quelque chose », a-t-elle commencé, la voix douce. Ce que notre fils t'a fait était inexcusable. Robert et moi en avons beaucoup discuté, et nous voulons que tu comprennes que nous ne cautionnons pas son comportement passé. Nous avons clairement fait savoir à Tyler que s'il te menace ou te fait du mal à nouveau, il perdra entièrement notre soutien. La fermeté dans son ton m'a surprise. Merci de dire ça. Tu as été incroyablement gracieuse de nous laisser entrer dans la vie de tes enfants malgré tout. Nous ne prenons pas cela pour acquis. Et si tu as besoin de quoi que ce soit du tout, s'il te plaît, appelle-nous. Nous sommes là pour toi, pas seulement pour les jumeaux. Les larmes m'ont piqué les yeux de manière inattendue. L'acceptation des parents de Tyler semblait être un baume sur de vieilles blessures. J'apprécie cela plus que vous ne le savez. Elle m'a serré dans ses bras alors, une étreinte chaleureuse qui ne contenait rien de l'affection conditionnelle que ma propre mère avait toujours offerte. Certaines personnes choisissaient d'être de la famille par leurs actions, indépendamment des liens du sang. Les parents de Tyler ont finalement rencontré les jumeaux et, à ma grande surprise, ils ont été sincèrement gentils. Linda et Robert étaient des enseignants à la retraite qui vivaient à 1 heure de route et n'avaient aucune idée de l'absence de Tyler pendant la maladie de Mia. Ils se sont excusés de ne pas avoir su, de ne pas avoir été là, et ont demandé s'ils pouvaient faire partie de la vie de Ruby et Caleb à l'avenir. Contrairement à l'amour conditionnel de mes parents, l'intérêt de Linda et Robert semblait authentique. Ils se présentaient aux événements scolaires, envoyaient des cadeaux d'anniversaire attentionnés, et ne faisaient jamais dépendre leur implication de ma gratitude ou de mon pardon. Ils voulaient simplement connaître leurs petits-enfants, sans condition. « Je suis désolé pour mon fils », m'a dit Linda en privé lors d'une visite. Ce qu'il t'a fait était inexcusable. Si tu avais porté plainte, nous aurions soutenu cette décision. Merci de dire ça. Ça signifie plus que vous ne le savez. Tu élèves ces enfants magnifiquement malgré tout ce que tu as traversé. Nous sommes reconnaissants que tu nous laisses faire partie de leur vie. Avoir des grands-parents bienveillants a fait une différence tangible pour les jumeaux. Ils avaient des gens à appeler pendant les vacances, des proches qui s'intéressaient à leur passion, et se souvenaient des détails des conversations précédentes. C'était ce que la famille aurait dû être depuis le début. Les vacances à la plage sont arrivées avec un temps parfait et des attentes modestes. Nous avons passé des jours à construire des châteaux de sable, à ramasser des coquillages, et à laisser les vagues de l'océan nous renverser à plusieurs reprises. Ruby a attrapé un coup de soleil malgré les applications fréquentes de crème solaire. Caleb a découvert qu'il adorait le bodyboard. J'ai lu 3 livres, les premières lectures de loisirs que j'avais faites depuis avant le diagnostic de Mia. Un soir, nous nous sommes assis sur la plage pour regarder le coucher du soleil, nos pieds enfouis dans le sable rafraîchissant. Ruby s'est appuyée contre moi, ses cheveux sentant le sel et la crème solaire à la noix de coco. C'est sympa, maman. Je pense que Mia aurait aimé être ici. Je le pense aussi. Elle adorait l'eau, tu te souviens? À la piscine municipale,
elle restait dedans jusqu'à ce que ses lèvres deviennent bleues. Je me souviens, a renchéri Caleb. Elle m'a appris à faire la planche. Nous avons partagé des souvenirs alors que le soleil descendait plus bas, teintant le ciel d'orange et de rose. Parler de Mia était devenu plus facile, moins comme rouvrir une blessure et plus comme honorer quelqu'un que nous avions aimé. Le chagrin restait, mais il s'était transformé en quelque chose que nous portions ensemble, plutôt qu'en quelque chose qui nous isolait individuellement. Lors de notre dernière nuit à la plage, j'ai écrit une lettre à Mia dans mon journal, une chose que ma thérapeute avait suggérée comme outil de traitement. Je lui ai parlé de la promotion, de la croissance de ses frères et sœurs, des vacances qu'elle aurait adorées. Je l'ai remerciée pour la lettre qu'elle m'avait laissée, pour la permission de retrouver un jour le bonheur. Lui écrire semblait moins triste que je ne l'avais anticipé. Cela ressemblait à une connexion, comme si elle était encore accessible d'une manière ou d'une autre à travers des mots sur une page. Je ne pouvais pas entendre sa réponse, mais je pouvais imaginer ce qu'elle dirait. Elle me dirait qu'elle était fière de la façon dont j'avais tout maintenu ensemble. Elle me dirait de continuer à vivre, de continuer à trouver de la joie partout où c'était possible. Le premier anniversaire de la mort de Mia approchait avec l'inévitabilité du changement des saisons. J'ai prévu un petit mémorial au cimetière, juste les jumeaux, Rebecca et moi-même. Nous avons apporté des fleurs et lâché des ballons biodégradables avec des messages écrits dessus. Ruby a dit, « Tu me manques tous les jours ». Caleb a dit, « Tu es la meilleure sœur ». Le mien disait, « Merci de m'avoir appris le courage ». Nous avons regardé les ballons dériver vers le haut jusqu'à ce qu'ils disparaissent dans les nuages. La finalité du geste semblait appropriée. Nous relâchions notre douleur vers le ciel, sans oublier, mais en apprenant à porter la perte différemment. En rentrant à la maison, Caleb a demandé si nous pouvions prendre une glace. Une demande d'enfant si normale. Après un moment aussi lourd, j'ai dit oui et nous nous sommes arrêtés au magasin près de notre appartement. Les jumeaux ont pris des cônes au chocolat et ont fait des dégâts sur la banquette arrière. J'ai pris mon chocolat et je ne me suis pas soucié des tâches. La vie n'était pas celle que j'avais prévue. Ma famille était plus petite, mon cœur était marqué, et j'avais appris de terribles vérités sur des gens en qui j'avais autrefois confiance. Mais j'avais aussi découvert ma propre force. J'avais survécu à ce qui semblait insurmontable. J'avais protégé mes enfants quand personne d'autre ne le voulait. J'avais choisi la vie quand la mort semblait plus facile. Ce soir-là, après avoir mis les jumeaux au lit, j'ai enfin ouvert complètement la porte de la chambre de Mia. Je l'avais gardée fermée, la préservant comme un musée. Mais ce n'était sain pour aucun d'entre nous. Je me suis assise à son bureau, passant mes doigts sur ses fournitures d'art, et j'ai commencé à peindre. Je n'étais pas doué pour ça, mais Mia avait aimé créer des pièces abstraites colorées, et je voulais essayer. La peinture s'est avérée désordonnée et imparfaite, tout comme la vie elle-même. Mais il y avait de la beauté dans le chaos si on savait comment la chercher. Je l'ai accrochée dans le salon, un rappel que le chagrin et la joie pouvaient coexister. Que la perte ne signifiait pas la fin de tout. Ruby est sortie de sa chambre, incapable de dormir. C'est joli, maman. Tu trouves? J'essayais de faire quelque chose que Mia aurait aimé. Elle l'aurait adoré. Ruby m'a serré fort. Je t'aime. Je t'aime aussi, ma chérie. Caleb est apparu ensuite, attiré par le son des voix. Il a grimpé sur mes genoux, le pouce dans la bouche, une habitude à laquelle il était revenu après la mort de Mia. Je ne l'ai pas corrigé. Certains réconforts étaient nécessaires. Nous nous sommes assis ensemble sur le canapé, tous les trois, regardant ma peinture imparfaite. Dehors, la ville bourdonnait du trafic du soir. Quelque part, les gens vaquaient à leurs occupations normales, inconscients de notre petit moment de paix. Mon téléphone a vibré avec un texto de l'avocat de Tyler, demandant à nouveau les arrangements de garde pour l'été. Je m'occuperai de ça demain. Pour l'instant, j'avais mes enfants, notre minuscule appartement, et la certitude durement gagnée que je pouvais survivre à tout tant que je les avais. Le voyage depuis ce moment désespéré dans le couloir de l'hôpital jusqu'à cette soirée tranquille avait été brutal. J'avais perdu ma fille, ma famille, et des parties de moi-même que je ne retrouverai jamais. Mais j'ai aussi gagné quelque chose. De la clarté sur ce qui comptait. Une force que je ne savais pas posséder. La certitude absolue que Ruby et Caleb auraient toujours une mère qui se battait pour eux, quoi qu'il arrive. Mes parents ne se sont jamais excusés. Tyler a continué son modèle d'implication minimale. Brooke a envoyé une carte de Noël que j'ai jetée sans l'ouvrir.
Certaines relations ne pouvaient pas être sauvées, et j'avais fait la paix avec ça. Ce avec quoi je n'avais pas fait la paix, c'était de laisser leur cruauté définir mon histoire. Ils étaient des notes de bas de page maintenant, pas des personnages principaux. Ma vie consistait à avancer avec intention, à élever mes enfants avec amour, et à honorer la mémoire de Mia en refusant de laisser la tragédie me rendre amer. Les jumeaux se sont endormis sur le canapé, leur petit corps chaud contre le mien. Je suis resté là longtemps après que mes jambes se soient engourdies, ne voulant pas les déranger. Ces moments étaient précieux. Ces moments étaient tout. Finalement, je les ai portés dans leur lit un par un, les bordant soigneusement. Ruby a marmonné quelque chose à propos du petit déjeuner de demain. Caleb a serré son dinosaure en peluche plus fort. Tous les deux étaient en sécurité, aimés, et en voie de guérison. Je suis retourné dans le salon et je suis resté à regarder ma peinture à nouveau. Ce n'était pas parfait, mais c'était honnête. Tout comme notre vie maintenant, tout comme l'avenir que nous construisions ensemble, un jour difficile à la fois. Dehors, par ma fenêtre, les lumières de la ville scintillaient comme des étoiles terrestres. Une autre journée s'était terminée. Une autre journée avait été survécue. Et demain, nous nous réveillerions et recommencerions tout. Portant notre chagrin, portant notre amour, nous portant les uns les autres vers ce qui viendrait ensuite. C'était assez. Ça devait être assez. Et d'une manière ou d'une autre, miraculeusement, ça l'était.